C'est au tour de Google d'être dans la tourmente avec, par exemple, comment je pourrais dire, ce recul sur les cookies tiers dont on a parlé dans une interview juste précédemment, et puis ce procès antitrust, gigantesque procès tel qu'on n'en avait pas connu depuis Microsoft dans les années 90, avec une menace de démantèlement, de séparation de Google, de son moteur de recherche Chrome. OpenAI, les IA génératives qui sont là en embuscade pour bousculer le business model sur la recherche sur Internet. Voilà tous ces sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec mes invités. Joël Toledano, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite en économie, associé à la chaire Gouvernance et Régulation de l'Université Paris-Dauphine, également membre de l'Académie des technologies, membre des conseils d'administration de nombreuses start-up du numérique. Et vous avez publié aussi d'importants ouvrages sur le thème de la régulation du numérique. Julien Nossetti est avec nous également. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au Centre géopolitique des technologies et au Centre Russie-Eurasie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous êtes actuellement conseiller aux affaires numériques, cyber et technologiques au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie CAPS du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous voyez, on a des pointures aujourd'hui en plateau pour nous parler de la régulation et puis de ce qui se passe surtout autour de Google. Alors Google, je disais, qui vit l'un des plus grands procès antitrust, en tout cas le plus grand, je crois, depuis Microsoft fin des années 90. Joël, est-ce que cette menace de démantèlement de Google vous semble possible ? Écoutez, je pense qu'il y a le débat sur le démantèlement dans un processus sur lequel, après le précédent procès sur le search, c'est une hypothèse, ça fait partie des hypothèses, mais au fond, je ne saurais pas plus que, je crois, Julien ou d'autres experts, vous dire est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. Il y a beaucoup d'incertitudes. Évidemment, ces deux procès vont aller en appel. Combien de temps ça va prendre ? Qu'est-ce que va faire Trump et son gouvernement autour de ces sujets ? Au fond, on est dans une incertitude totale. Moi, ce que je trouve très intéressant dans tout ça, c'est le contexte général dans lequel ça s'insère. Je regardais, avant de venir, le rapport trimestriel de Google, les fameux 10K, et vous avez, sur les risques, vous avez, je les ai là, mais c'est pas, 2 pages de tous les procès face auxquels ils sont confrontés, sur leur outil de recherche, sur la publicité, etc. C'est-à-dire que vous avez une pression, enfin, au fond, c'est Chevalier Blanc, qui étaient ces acteurs, parce qu'on pourrait aussi parler des autres, mais c'est vrai que Google, plein phare. Tous ces acteurs sont soumis à une pression parce que, de fait, maintenant, ces pratiques, elles sont évidentes. Pour l'instant, même si les pratiques avaient été identifiées, on remarquera que la Commission européenne, tout en ayant condamné, n'a pas réussi vraiment à modifier le panorama. Je crois que là, c'est en train de changer sur des raisons sur lesquelles on pourra revenir, y compris le fait que, fondamentalement, la qualité de ces différentes offres s'est détériorée. Il y a 10 ans, au fond, personne ne contestait la qualité de l'offre du search. Aujourd'hui, vous avez toute une série de critiques parce que la pub a inondé tout et l'intérêt et le profit. Et ça concerne aussi Meta, à plusieurs égards, ce qu'on a appelé l'emmerdification, ou un mot comme ça, qui dit bien cette évolution. Et donc, le panorama est en train de changer, et ces procès qui mettent vraiment en lumière des pratiques incontestables font partie de ce mouvement où on peut espérer qu'enfin, la concurrence va pouvoir se déverrouiller. Et je crois que c'est ça qui est important, à la limite, que ce soit par, effectivement, la vente de telle ou telle activité, et c'est vrai que si on a ça dans la pub, c'est un vrai sujet, parce que la rente de monopole, elle est là, ou par d'autres pratiques, mais je pense qu'on est à un moment clé, parce qu'on a maintenant un espoir, avec toutes ces actions convergentes, et l'IA, et la détérioration des offres de services, d'un marché qui s'ouvre avec, et je m'arrête là, en contrepartie, une puissance financière pour conserver ces marchés
qui est une puissance de Google, mais une puissance de Meta, de tous, qui mettent des dizaines et des dizaines de milliards en R&D et en infrastructure pour récupérer sur d'autres marchés la puissance de marché qui sont en train de perdre là. Pardon, j'ai été un peu longue. Ah mais pas du tout. Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de prendre le temps de détailler. Même question, Julien, est-ce que quand vous regardez le procès Microsoft, la menace de démantèlement était vraiment très très forte. On a pensé que c'était possible. Moi, je me souviens, j'avais créé des schémas à l'époque pour faire des projections sur ce que ça changerait véritablement. Et puis finalement, ce n'est pas arrivé parce que c'est quand même ultra violent. Est-ce que l'Amérique veut affaiblir à ce point aussi ces géants du numérique ? Quel est votre regard là-dessus, C'est ça, Julien ? effectivement. C'est qu'on est dans un moment un peu paradoxal, parce qu'au fond, on avait déjà conscience depuis 2020, depuis l'élection de Joe Biden, qu'il y avait une fin de la bienveillance de l'antitrust américain vis-à-vis de la scène technologique nationale américaine. Et là, si on veut la borner géographiquement, c'est vrai que ça commençait avec les conséquences des débats sur le procès géant de Microsoft il y a 25 ans environ, et que l'administration Biden, en fait, avait remis une pièce dans la machine, avec notamment la nomination de Lina Khan à la tête de l'antitrust, avec des débats très, très vifs qui ont eu lieu. Et ce qui se manifeste depuis l'élection de Trump, c'est à la fois des promesses de dérégulation à tout crin, avec ce que ça peut comporter là aussi en termes d'attitude décomplexée de la part de ces géants nationaux, et en même temps des congressmen aux États-Unis qui n'hésitent pas à jouer sur des cordes très sensibles, sur l'antitrust, sur des considérations de marché très classiques, pour le coup, qui renvoient à une histoire américaine qui est bien connue de tout le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le débat public américain, on voit refleurir toutes les analogies avec le démantèlement des AT&T, de la Standard Oil, etc. Donc toutes ces analogies, elles sont bien ancrées en fait dans la psyché, je dirais, des décideurs américains qui savent à quoi s'en tenir en fait en la matière. Donc il y a une sorte d'orthodoxie qui est intéressante. Après, sous un angle peut-être plus politique, cette question du démantèlement éventuel de Google, moi je le raccrocherais aussi à des enjeux internationaux. C'est-à-dire qu'il faut attendre de voir le moment, à mon avis très proche, où les grands patrons nationaux brandiront la question chinoise. Façon de dire que si vous nous régulez, si vous nous démantelez, vous ferez mécaniquement le jeu de la Chine. Et ça, c'est ce que Mark Zuckerberg avait très habilement réussi à faire depuis ses auditions répétées au Congrès. Alors, je ne les ai pas comptées. Ça serait intéressant de le faire d'ailleurs, 6 ou 7. Il s'excuse toujours. Ce sont les seuls jours où il porte des cravates, donc c'est peut-être plus facile. Et puis il s'excuse. Il s'excuse platement. Mais la direction de Google a généralement été plus distante, plus timide sur le fait d'entrer de plein pied dans des questions géopolitiques. Donc ce que Meta et puis évidemment SpaceX n'ont jamais eu de réticence à faire, mais pour Google ce serait une forme de nouveauté. Donc à suivre là aussi si... Oui, parce que Google, ce sont au départ des universalistes. Des universalistes. Voilà. Oui. Alors, vous évoquiez tous les deux la quantité de procès finalement, mais j'ai envie de dire, ils ont les moyens. Ça fait des années, depuis le début, et y compris avec l'Europe, c'est pas nouveau. Et alors, ils ont une capacité quand même de résistance qui est assez importante. C'est pour ça que s'il y avait que ça, oui, j'aurais été un peu optimiste. Si je puis dire. Mais vous nous dites le contexte politique est différent. Je pense que le contexte politique est le contexte économique. Et économique. On est dans une nouvelle vague d'innovation et que de la même façon qu'ils avaient réussi finalement quand le mobile est arrivé dans les années 2010, c'est d'ailleurs les procès Meta du moment, à garder le leadership alors qu'il y avait un changement, vous avez la question de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer dans l'IA, sachant que... Ils sont positionnés aussi sur l'IA. Oui, mais l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique. Donc, vous avez des centaines de milliards qui sont dépensés par ces acteurs-là, parce que c'est bien des centaines de milliards. Si vous additionnez les montants de R&D, on est en R&D, si vous prenez les 5 grands acteurs, Apple étant un peu moins, mais vous avez plus de 200 milliards de dollars annuels de dépenses en R&D. Alors, pas tout en IA, mais le budget de France en R&D, c'est 60 milliards d'euros. Donc,
si tout vous compris, vous voulez dire. tout compris, pas que sur le numérique. Oui. Si vous prenez les dépenses en infrastructure qui sont annoncées, alors il y a sûrement des recroisements, mais vous regardez les différents chiffres, on est entre 65 et 80 milliards de dollars annoncés par chacun d'entre eux. Enfin, on est dans des montants qui sont destinés à noyer tous les autres. C'est vraiment, j'ai les poches les plus profondes et regagnons à côté le risque qu'on est en train de prendre. Donc, si vous voulez, et vous avez derrière d'autres acteurs qui aussi mettent quand même, c'est plus des centaines de milliards, mais c'est des dizaines, dans le genre OpenAI et autres. Et donc, ce mouvement est tel, avec malgré tout des critiques, parce que je pense que c'est important de remettre dans le schéma les critiques maintenant croissantes sur la qualité des offres, sur les problèmes qu'ils posent au plan sociétal, et fondamentalement, enfin pour moi, ce qui est vraiment derrière, c'est la question des modèles économiques dont nous héritons. Donc, le rôle de la publicité ciblée, ça je rejoins ce que vous disiez, et comment ces dizaines et centaines de milliards sur l'IA vont être effectivement rentabilisés. Ils mettent tous, chacun avec leur stratégie. C'est pour ça que je pense que Google est un peu l'archétype, mais que si vous les preniez les uns derrière les autres, vous auriez un peu à chaque fois ce genre de questions et de mécaniques. Bon, vraiment, ils y vont fort. Hein. Ce que vous dites aussi, ce que j'entends, c'est finalement, peu importe l'issue de ce procès antitrust, vous sentez une fragilité là véritablement qui s'est installée et peut-être l'émergence de nouvelles forces de... Je dis pas peu importe, je dis s'il n'y avait que ça, ouais. Je dirais que on va rester avec toutes les questions que posait Julien et qui sont parfaitement plus que pertinentes. Enfin, mais je dis en plus, je crois qu'il faut s'intéresser aussi à l'évolution des marchés et aux produits et aux débats de toutes sortes, si vous voulez, sur les modèles économiques à venir, pour bien au fond, c'est sûr que le démantèlement, c'est le plus violent. C'est sûr que s'il y avait demain le démantèlement des ad tech, enfin de la partie tech, ça irait sur ce qui va être, pour moi, le nerf de la guerre de court terme, c'est qu'ils vont chercher à maximiser les rentes pour les utiliser ailleurs. Donc, c'est cet ensemble d'éléments... C'est-à-dire que c'est une période en même temps très dangereuse. Et violente, pour tous, mais pour tous. Pour tous, oui. Pour tous. Parce que tout le monde va chercher à écraser le marché au vu des investissements. Ça, c'est pour les big tech. Et les autres à se dire, il y a peut-être un moment où je peux rentrer et les avoir. Ouais. Julien, sur... Non, effectivement, c'est un grand moment d'incertitude. Cette possible réorganisation, finalement, des puissances. Vous dites OpenAI, c'est pas 100 milliards. Bon, c'est quand même des dizaines de milliards. C'est quand même pas mal. Mais si OpenAI récupérait Chrome, on aurait à nouveau la naissance d'un géant. Pour en faire quoi ? Pour en faire un nouveau produit ? Exactement. Donc en fait, moi je prendrais la problématique sous deux angles. Le top en fait, donc la question de la régulation, du démantèlement, donc la façon dont les politiques s'emparent du sujet pour essayer d'avoir des effets concrets. Et ce que Joël a évoqué à l'instant, au fond, c'est le down, donc la façon dont les utilisateurs vont faire évoluer les usages et potentiellement rebattre un peu les cartes. Et ça, il faut jamais sous-estimer ça. Et la façon dont, par exemple... Mais ça veut dire finalement la régulation du marché par les États, elle arrive un peu tard. Enfin, quand je vous écoute, Elle arrive souvent très tard, effectivement. Ouais. Ça, c'est la vieille problématique du décalage du temps de la loi et puis du temps d'innovation. Donc pour le coup, les réponses, elles seront très souvent insatisfaisantes. Même si ça marque un signal politique, ça marque des réponses que les régulateurs souhaiteront donner. Et puis c'est utile. Ça aide. Voilà. Ça aide, mais c'est pas forcément décisif.
En tout cas, c'est pas le seul. C'est pas l'alpha et l'oméga Voilà. des réponses. Ouais. Et donc c'est pour ça que je reviens en fait à mon élément de réponse qui est dire que la façon dont les usagers vont aussi se comporter, adopter de nouveaux usages, intégrer ce que produit et vend Google en fait dans d'autres formes d'écosystèmes, de produits, ce sera à suivre. Oui. Donc c'est une donnée absolument fondamentale. Et puis la façon dont aujourd'hui d'ailleurs Google et Apple sont un peu en friction, parce qu'en fait Apple cherche de nouvelles alternatives à l'intégration des services de Google dans Safari. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut possiblement rebattre en partie les cartes. Ouais. Donc, Mais est-ce que ça peut laisser une place à des petits nouveaux, j'ai envie de dire les Européens? Voilà. Moi, d'une certaine façon, maintenant, c'est ce qu'on a vu, sans bien toujours savoir ce qui se passait avec DeepSeek, et ce qu'on peut voir avec Mistral et d'autres Français ou Européens. C'est-à-dire que s'ils y vont en essayant frontalement de concurrencer, à mon avis, ils n'ont aucune chance. Donc la question, c'est de trouver des modèles économiques qui, eux, fonctionnent, avec des stratégies alternatives, et qui pourraient largement trouver leur place. C'est là où Trouver le modèle de demain, finalement. en tout cas, un des modèles. Si ce n'est le modèle, il y en aura sûrement plus qu'un. Oui. Mais Ce que montrent au fond les nouveaux moteurs de recherche, même si j'aime pas trop l'expression, parce que ce que peuvent fournir ChatGPT, Perplexity ou même TikTok, à certains égards, c'est qu'en fait les moteurs de recherche ils évoluent vers des moteurs de réponse, donc via les prompts et via ce qui est proposé. Et ça peut aussi ouvrir une brèche. Alors, c'est pas forcément décisif, mais encore une fois, ça va dépendre de la capacité de ces services à monétiser leur offre. et avec quand même la question sur l'offre générale, de la confiance dans les résultats, moi qui il y a visiblement une différence entre les marchés professionnels et les marchés grand public. Oui. Et si je caricaturais, moi j'ai souvent l'impression que les ados servent plus de ChatGPT que les entreprises de façon industrielle. Donc je caricature, c'est vrai, c'est pas tout, peut-être pas complètement ça, mais il y a un sujet qui est quand même pas complètement trouvé, ce qui fait que le modèle économique pour rentabiliser les centaines de milliards dont on parlait tout à l'heure n'est pas encore tout à fait là. Merci beaucoup à tous les deux, c'est passé extrêmement vite. On retiendra donc c'était un moment quand même très chahuté pour Google, avec un marché qui s'ouvre, mais d'une manière qui va être sans doute ultra violente. Voilà, donc on suivra ça ensemble, évidemment, avec grand plaisir. Joël Toledano, je rappelle que vous êtes professeur d'économie associé à la chaire Gouvernance et Régulation à l'Université Paris-Dauphine et membre de l'Académie des technologies, et Julien Nossetti, chercheur associé à l'IFRI et au Centre Géode. Merci encore. On continue à parler de Google juste après.